Donc, nous accueillons maintenant Monsieur Marco Segala. Donc, Marco Segala est professeur d'histoire et d'histoire de la philosophie au sein du département de sciences humaines de l'Université de l'Aquila en Italie. C'est un spécialiste d'Ampère. Son exposé va nous dévoiler la facette philosophique d'André-Marie Ampère. Bonjour Christine. Avant de commencer, je voudrais remercier la Société des Amis d'André-Marie Ampère et son président, Alfonso San Miguel, pour m'avoir invité à ce colloque. Il est un grand honneur pour moi d'être ici et participer aux célébrations de l'anniversaire de la naissance d'Ampère. Pour en venir au sujet de cette communication, je voudrais poser une première question. Si le titre est convaincant, je n'aurais pas soulevé cette question si le titre avait été « Ampère et la philosophie », étant donné que les historiens des sciences sont bien conscients que les scientifiques ont toujours été intéressés à questions philosophiques, qui regarde la méthodologie, la théorie de la connaissance, la correspondance entre la connaissance scientifique et la réalité. Je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Je militais annoncer une évidence. Un scientifique a toujours une vision philosophique, même lorsqu'il prétend de ne pas l'avoir. Autre chose est de soutenir qu'un scientifique peut être considéré aussi comme un philosophe, ce qui est impliqué par le titre « Ampère philosophe ». Il y a 30 ans, on aurait dû admettre qu'appeler Ampère un philosophe nécessitait une définition assez large de ce qu'on considère un philosophe. Moi-même, il y a 30 ans, j'ai terminé un article sur ces sujets avec une précaution. J'admettais que les nombreux textes d'Ampère dédiés à thèmes philosophiques, outre la classification des sciences, montraient un intérêt sincère et profond pour la philosophie, mais il n'était pas suffisant pour inscrire Ampère dans l'histoire de la philosophie comme on l'inscrit dans l'histoire des sciences et des mathématiques. Aujourd'hui, je pense qu'on peut être moins prudent. De nombreuses études ont montré que la réflexion philosophique d'Ampère était enracinée dans des traditions philosophiques robustes, l'encyclopédie, l'idéologie, les débats allemands sur la philosophie kantienne, et a également joué un rôle important dans le développement au XIXe siècle de la philosophie spiritualiste et de la philosophie des sciences. Xavier Dufour a revendiqué qu'Ampère mérite d'être arraché à sa postérité réductrice de physicien, aussi glorieuse soit-elle, pour être considéré comme l'un des derniers savants philosophes. Robert Lecuneux a déclaré que l'examen de l'œuvre philosophique d'Ampère permet de saisir la cohérence profonde de son œuvre scientifique et a défini la philosophie d'Ampère à raison de ses intérêts très variés comme un éclectisme qui rassemble science et métaphysique, théorie de la connaissance et religion. J'ajouterai que la philosophie a toujours été très présent dans l'activité intellectuelle d'Ampère, tant dans la recherche que dans l'enseignement, de sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, à travers un éventail de disciplines, de la métaphysique à la théorie de la connaissance, en passant par la philosophie des sciences. Même quand d'autres occupations lui encombraient l'esprit, Ampère s'est toujours consacré à la philosophie. Aucune science n'a occupé une place aussi continue et persistante dans sa vie intellectuelle. Nous célébrons Ampère comme le Newton de l'électricité, selon l'expression de Maxwell, mais il était avant tout et surtout un philosophe, tellement fasciné par les mystères du monde qu'il n'hésitait pas à recourir aux sciences pour les dévoiler.
Donc, la question suivante, si Ampère est un philosophe, est quelle a été sa philosophie? Est-ce qu'on peut trouver des fils rouges dans une pensée qui a exploré la religion et la mystique, les différents domaines de la philosophie, les différentes disciplines scientifiques? La connaissance et la relation entre la connaissance et la réalité sont certainement les éléments cruciaux du parcours philosophique d'Ampère. Dans une lettre du 24 février 1813 à son ami Bredin, il lui a intimé « Cherche donc réellement la vérité. Tu me la transmettras ensuite, et moi, qui aurai trouvé pendant ce temps-là des vérités, je te ferai part à mon tour. Ce sera de ma part te donner de la paille pour l'or. » Or, la raison de cette requête découlait de sa conviction qu'il était un chercheur de vérité au pluriel et que la vérité au singulier n'était pas à la portée ni de la recherche scientifique ni de la recherche philosophique. Cette expression d'humilité, illustrée par l'analogie entre la paille et l'or, qui consiste à admettre avec candeur que seule la religion révélée est porteuse de vérité, témoigne de la rigueur d'Ampère tant dans la recherche scientifique que dans la spéculation philosophique. Il était bien conscient que les vérités scientifiques et philosophiques avaient un statut épistémique bien différent de celui de la religion. Si l'on peut qualifier d'éclectique l'approche d'Ampère envers le savoir, tant philosophique que scientifique, il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'un éclectisme qui mélange, mais plutôt d'une attitude qui consiste à maîtriser les différents domaines du savoir, chacun d'entre eux ayant ses propres spécificités et ses propres méthodes. Même si Ampère est un auteur complexe qui défie l'interprète et nous encourage à évaluer dans son ensemble sa production intellectuelle, il est important de se souvenir qu'il était un savant curieux et un polymathe, mais aussi un esprit analytique. Cette inclination pour l'analyse l'amenait à aborder les diverses sphères intellectuelles de manière différente et à distinguer entre les disciplines. C'est pourquoi il est intéressant et fructueux de nous concentrer sur les aspects propres à sa recherche en philosophie. Avant de préciser et d'argumenter sur ce que je viens de soutenir, je voudrais donc m'arrêter brièvement sur un sujet spécifique, le plus célèbre d'Ampère philosophe, c'est-à-dire la classification des sciences. Il s'agit bien plus qu'une philosophie des sciences, et ce que Charles Braverman a soutenu à propos de l'intention ontologique de la classification est convaincante. Ampère souhaite établir une classification qui reflète les découvertes et les connaissances scientifiques, dans la mesure où elles décrivent et expliquent les relations entre les objets et les événements. La classification n'est pas seulement un résumé raisonné des connaissances scientifiques, mais aussi l'expression d'une exigence spécifique qui découle d'un point de vue strictement philosophique, la correspondance entre les contenus scientifiques et la nature. La classification n'est pas un outil parmi d'autres, mais bel et bien le paradigme incarnant la méthode expérimentale et, j'ajouterais, l'exigence réaliste du scientifique. Les liens entre classer et connaître l'ordre naturel des choses est bien exprimé par la vision d'Ampère, selon laquelle une classification évolue et se perfectionne avec les nouvelles découvertes scientifiques. Cette aspiration à la classification des sciences cosmologiques vient d'être complétée par celle des sciences noologiques, non pas par souci de symétrie, mais pour des raisons ontologiques. Chaque discipline requiert un point de vue spécifique et la classification des disciplines exige également une classification de diverses facultés et activités intellectuelles qui favorisent la recherche et sous-tendent les divers aspects de la connaissance disciplinaire. À la lumière de ces considérations, il semble important de souligner
que la classification des sciences était pour Ampère bien plus qu'un essai de philosophie des sciences, comme le suggérait le titre de l'ouvrage de 1834. Il s'agissait également d'une réflexion sur les ambitions ontologiques de la recherche scientifique, une réflexion qui présupposait une certaine forme de réalisme, supportée, élaborée par Ampère, philosophe. Avant de conclure ce bref résumé de la valeur conceptuelle de la classification, je voudrais suggérer de ne pas limiter l'analyse contextuelle de l'ouvrage d'Ampère à la tradition classificatoire française, l'encyclopédie, Contillac, Comte, et à ses origines baconiennes. Au cours de la même période, d'autres auteurs hors de France confrontaient les thèmes de la classification du savoir scientifique à partir des exigences des positionnements de leur propre recherche pour finalement aborder des questions plus générales et typiquement philosophiques. Je me réfère à deux auteurs, l'italien Amedeo Avogadro et l'anglais William Whewell, qui ont commencé à explorer la question de la classification dans les années 1820. Le second a publié une classification et une nomenclature dans le domaine de la minéralogie en 1828, et puis dans son texte de 1840 consacré à la philosophie des sciences, il a achevé une classification des sciences qui tient compte de celle d'Ampère. Le premier a toujours été intéressé par les publications d'Ampère pour des raisons de compétition scientifique assez notoires. En 1837, dans son texte de physique de corps, il a publié une classification de sciences qui se positionne de manière polémique par rapport à celle d'Ampère. Une analyse comparative de ces divers ouvrages classificatoires du deuxième quart du XIXe siècle, qui inclut naturellement Comte, serait très intéressante pour mieux comprendre l'instance de classification et la question de la philosophie des sciences avant 1850. Revenons maintenant au thème de la philosophie et des recherches philosophiques d'Ampère. Il est important de réaffirmer que la réflexion spéculative était une constante tout au long de sa vie. Au début de sa carrière scientifique, il envisageait la science et la philosophie comme deux disciplines complémentaires dans un projet de philosophie naturelle semblable à la philosophie de la nature de Schelling, la naturphilosophie. C'était ici à Lyon, en 1801, lors de la séance de l'Académie du 24 décembre, qu'il énonçait le projet d'un système qui se lie à toutes les parties de la physique et capable de dévoiler l'unité sous-jacente aux différents phénomènes physiques afin d'en comprendre la nature intime. Entre 1902 et 1903, il se lança dans une nouvelle entreprise philosophique après avoir appris qu'un concours de la deuxième classe de l'Institut visait à déterminer comment on doit décomposer la faculté de penser. Ampère a rédigé des esquisses pour un mémoire qu'il a ensuite abandonné, dont des pages dans les manuscrits témoignent de son intention d'aborder la question de manière générale, allant au-delà de l'analyse des sensations des idées. Les annotations introductives montrent d'emblée l'intention résolue de parcourir un chemin alternatif à la méthode synthétique en philosophie, considérée comme cause de peu de progrès de la métaphysique, avec une contamination de la méthode scientifique. C'est moins l'analyse des sciences les plus abstraites qui convient ici, que celle des sciences de fait, la chimique. Il suffit de voir la révolution de la chimie pour tracer la marche à celle de la métaphysique. Cette approche enthousiaste mais encore immature de la philosophie l'accompagna jusqu'à son arrivée à Paris en 1804. La vie dans la capitale, malgré la nostalgie de Lyon et de ses amis, joua un rôle fondamental dans sa maturation en tant que philosophe. Il eut la possibilité d'établir des relations avec les intellectuels de la société d'Auteuil, animée jusqu'à 1800 par Anne-Catherine de Ligneville, plus connue sous le nom de Madame Helvétius, et puis par Cabanis jusqu'à sa mort en 1809.
Dans les lettres qu'il adressait à ses amis de Lyon et de Genève, il racontait des rencontres avec des personnalités célèbres. Ici, vous voyez une lettre du mai 1805 à Roubourdier. « Mon cher Roux, j'ai voulu, pour répondre à vos questions, attendre d'avoir été à Auteuil. J'y ai dîné aujourd'hui chez M. de Torcy avec le maréchal de Lafayette, que j'ai eu un grand plaisir à examiner comme un homme extraordinaire, ou plutôt comme l'ami de Washington et l'un des fondateurs de la liberté de l'Amérique. J'éprouvais en les voyant un sentiment de vénération très singulier. Nous savons, grâce à d'autres lettres et sources, qu'à Auteuil, Ampère était en contact avec des scientifiques tels que Cabanilles, les frères Cuvier et Biot. Mais surtout, Auteuil lui permet d'établir une relation stable avec les principaux philosophes de l'époque, Destutt de Tracy, de Girondeau et Mendes-Biran. Mendes-Biran devint le pivot de la maturation philosophique d'Ampère. Entre 1800 et 1819, ils échangèrent une correspondance si abondante et si riche en informations qu'elle est devenue la source principale de notre compréhension d'Ampère en tant que philosophe. Au fil de ces centaines de pages, nous pouvons retracer l'évolution de sa pensée en ce qui concerne la théorie de la connaissance, l'ontologie, la métaphysique en général. Surtout, elle témoigne de la profondeur et de la précision de ses analyses de la philosophie de Kant, ainsi que de sa connaissance non superficielle du débat allemand autour de la philosophie kantienne, sans oublier les références à la philosophie britannique à travers les noms de Locke, Reid et Douglas Stewart. Une lettre de 1813 à Roubourdier témoigne de l'ampleur de ses connaissances, de ses sagacités et de son ambition de philosophe. Il y évoque notamment la correspondance avec Mendes-Biran comme le lieu où il a confronté les questions des fondements de toute connaissance. Ajoute que mes idées, sans combattre directement les siens, les ont tellement bouleversés que je ne crois pas qu'il publie son ouvrage, ce qu'il a fait, dont il dit qu'il est fort dégoûté sans le refondre entièrement. Quant à moi, je ne rêve qu'à la publication du mien sous ce titre « Introduction à la philosophie », jamais écrite, alas. Et conclut, j'ai tellement changé les idées de Mendes-Biran au sujet de Kant qu'il me disait ce matin que Kant était le plus grand métaphysicien qui a jamais existé. La fierté d'Ampère d'être un interprète fidèle de la pensée de Kant peut surprendre, mais de nombreux manuscrits conservés à l'Académie des sciences et désormais disponibles sur le site Ampère, dont Christine Brundel parlera demain, en sont la preuve convaincante. Ampère était un lecteur vorace et il serait myope de supposer que sa formation à la philosophie kantienne se limitait aux ouvrages qui plus circulaient à l'époque, comme la philosophie de Kant de Villiers ou l'essai d'une exposition succincte de la critique de la raison pure de Kinker, traduit d'un néerlandais et commenté par Destutt de Tracy dans De la métaphysique de Kant. D'autres sources étaient également disponibles. On peut citer la Décade philosophique, les magasins encyclopédiques et la bibliothèque germanique. Des journaux qui, vers 1800, publiaient des résumés commentés des ouvrages de Kant. Et il ne faut pas non plus oublier les grands ouvrages de Girondeau, Histoire comparée des systèmes de philosophie, qui traitaient avec ampleur de la philosophie de Kant, ainsi que de ses développements en Allemagne, selon un système classificatoire qui définissait Jacobi, Meinong et Reinhold comme le premier néo-kantien, Schulze comme un néosceptique, Fichte, Schelling, Butter et Bardili comme les néo-kantiens suivants. Ampère n'épargnait pas de critiques aux ouvrages de Girondeau et de Villiers, et donc il cherchait des approches alternatives de Kant et de la philosophie allemande. Les lettres de Sébastien Falquet de Planta
conservé dans les archives Ampère, offre une perspective intéressante sur les idées qu'Ampère a développées à propos de Kant et de la philosophie post-kantienne. Planta était une personnalité hors du commun, général français durant le consulat et lieutenant du roi durant la Restauration. Il se consacra à la philosophie. Son premier biographe, mi-19e, disait de lui que son esprit et ses études avaient été reconnus par les savants les plus distingués. À Paris depuis 1819, il fréquenta les amis de Girondeau et Ampère et fit la connaissance de Mendes-Biran, qui l'invitait régulièrement aux réunions hebdomadaires qu'il organisait chez lui. Il était, Planta, admiré pour sa connaissance approfondie de Kant et des philosophes kantiens et était considéré comme un maître en sciences germaniques. Planta mérite d'être évalué comme l'une des sources qui ont accompagné Ampère dans sa réflexion sur la nécessité d'un langage précis et clair en philosophie. Il en avait déjà parlé dans l'ébauche de son mémoire de 1803. Vous voyez, utilité d'une nouvelle langue idéologique, on a tiré tant d'avantages de la chimique, devenu inconvénients très graves sans les autres, deux inconvénients très graves sans les autres, mots employés par les différents auteurs et sens tout différents, envie de faire autant de facultés que de mots, les hommes d'autres pays en auraient plus ou moins que nous, suivant la langue. Bon, les mêmes idées sont dans ces page de Planta autour de 1810. Planta disait que le discours philosophique est souvent tourmenté par une nomenclature vague et ambiguë et s'appuyait sur l'idée de Karl Leonhard Reinhold, disciple et continuateur de la philosophie kantienne. L'équivoque dans la détermination a causé d'étranges malentendus en philosophie. De là sont nées souvent des divisions et les sectes. Chaque philosophe se servait de même mot en y attachant des modifications d'acceptions diverses. J'emploie exprès cette manière de dire, modification d'acception, pour faire entendre que les différences entre les diverses acceptions étaient trop petites à l'origine pour être facilement remarquées, quoiqu'il en résulta par le suite une grande divergence dans les opinions. Ce qui est encore plus intéressant dans le texte que Planta a adressé à Ampère, c'est l'exposition du développement en sens réaliste de la philosophie kantienne, avec l'analyse des approches réalistes de Reinhold et de Bardili. Ces textes ont été envoyés quelques jours avant les échanges qu'Ampère a eus avec Mendes-Biran, au cours desquels il acceptait l'idée que les choses en soi sont inconnaissables, mais il revendiquait la connaissance des relations supposées entre les noumènes pour garantir l'ambition des sciences de connaître le monde. Une recherche ultérieure dans les manuscrits d'Ampère et sur la diffusion de la philosophie allemande en France vers 1800 nous permettra d'avoir une meilleure idée de sa familiarité avec les auteurs et les ouvrages allemands. Mais il est déjà plausible de soutenir qu'Ampère a su comprendre la philosophie de son temps et débattre avec ses contemporains. Et si certaines de ses positions ne nous semblent pas fidèles à la pensée de Kant, ce n'est pas parce qu'il ne la comprenait pas, mais simplement parce qu'il essayait, tout comme de nombreux autres philosophes de l'époque, d'exonérer Kant de l'accusation d'idéalisme et de développer le criticisme dans le sens d'un réalisme cohérent avec la recherche scientifique. Revenons à la question initiale. Quelle a été sa philosophie? Je suggère qu'il n'était pas un kantien, mais un post-kantien qui développait une pensée originale et stimulante pour fonder son approche des sciences et de la philosophie des sciences. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur Ségala, pour cet exposé en Ampère philosophe. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Monsieur Ségala? Merci beaucoup pour cette approche qui est assez nouvelle pour moi en tout cas. Et de votre point de vue, Mendelbiran et Ampère, ils avaient été connus, en tout cas ça a été souligné, leur originalité par rapport, par exemple, Auguste Comte, de prendre, accorder à la psychologie ou aux sciences cognitives, on dirait aujourd'hui, une importance que les autres n'avaient pas, ces autres contemporains n'avaient pas accordé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vue ou quel jugement vous apportez à cette idée? Oui, je pense que c'est correct. La seule chose, c'est que je pense que, tandis que Mendelbiran a développé cette idée comme une philosophie originale à soi-même, je pense qu'Ampère la dérive de la philosophie kantienne. Ça veut dire, il comprend, grâce à Kant, que avant de connaître le monde, on doit connaître nous-mêmes, les capacités de l'esprit et donc l'intellect, l'activité intellectuelle en soi-même. Et donc, il arrive à cette exigence de la psychologie, de comprendre les facultés de l'homme du côté de la philosophie allemande. Et il va se retrouver avec Mendelbiran sur cette question. Mais naturellement, si on peut dire, la question kantienne, posée de Kant est encore plus profonde. Et c'est pour ça qu'en un certain moment, il va expliquer à Mendelbiran qu'il doit sortir de sa propre vision originale pour prendre en compte la vision, les considérations kantiennes. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment un philosophe post-kantien, et qui va discuter avec Mendelbiran d'un point de vue différent au même niveau. Donc, deux philosophes qui parlent. La seule différence, c'est que Ampère, à la fin, n'a pas publié ni en introduction à la philo, ni en texte de philosophie, etc. Tout ce que nous savons de sa philosophie est dans la classification des sciences neurologiques. Non, publié, je veux dire, qui n'est pas trop. Et donc, on va perdre toutes ces parties de sa pensée philosophique. Mais naturellement, c'est parce qu'à un certain moment, il a compris probablement que sa carrière scientifique était plus rémunérative. Et bon, il s'est lancé. Mais vous savez aussi qu'il est rentré à l'académie avec des travaux de mathématiques et il ne faisait de la mathématique depuis des années. Donc, il était capable de changer de champ de recherche parce que c'était utile à un certain moment. Donc, probablement, une fois qu'il était à l'académie, il n'avait plus intérêt à vraiment publier en philo. Et c'est pour ça, c'est dommage parce que moi je pense qu'il était vraiment un penseur original dans ce domaine. Avec le penchant français, naturellement, donc Mendelbiran, l'idéologie et le spiritualisme du romantisme, ça serait été, je pense, une philosophie. Il serait dans le manuel de philosophie, de l'histoire de la philosophie post-kantienne, moi je dirais aujourd'hui. Mais bon, on doit travailler tout ça dans les manuscrits. Merci beaucoup, Monsieur Ségala, d'avoir fait revivre pour nous Ampère philosophe, cet Ampère qui n'a pas publié sa philosophie. Donc,